Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'ai un invité très spécial avec moi, à savoir l'infatigable et toujours brillant général à la retraite, Harald Kujat. Monsieur Kujat a été, au début des années 2000, l'officier le plus haut gradé de la Bundeswehr et président du comité militaire de l'OTAN, c'est-à-dire l'organe militaire suprême de l'OTAN. Général Kujat, soyez le bienvenu. Herzlich willkommen. Avec plaisir. Herr Kujat, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen. J'aimerais commencer avec vous par quelque chose qui se passe actuellement en Europe, puis peut-être que nous reviendrons un peu en arrière ou que nous élargirons la perspective. Mais ces drones venus de Russie, ou des drones russes dans l'UDP comme Eber, et maintenant les avions de chasse au-dessus de l'Estonie, ainsi que le débat qui s'est déclenché autour de cela, où l'on lit et entend que certains recommandent d'abattre immédiatement ces appareils pour montrer de la fermeté. Pourriez-vous aider à mieux comprendre ces événements? Nous constatons actuellement que la situation émotionnelle liée à la guerre en Ukraine s'intensifie. Cela tient d'une part au fait qu'après les changements, à mon avis très optimistes, survenus avec la présidence Trump, nous nous trouvons désormais dans une sorte d'impasse et nous ne savons pas exactement quelle direction cela va-t-il prendre. Y aura-t-il des négociations de paix ou non? Et à quoi ressemblera le résultat? Ou bien cette guerre va-t-elle se poursuivre, peut-être encore longtemps? S'ajoute à cela que la situation militaire est très difficile pour l'Ukraine et qu'elle devient en fait de plus en plus compliquée au fil de la guerre. Et comme les Européens sont en réalité impliqués indirectement dans cette guerre depuis le début, cette situation est bien sûr aussi très lourde politiquement pour eux. Depuis le début de la guerre, il n'y a pas eu une seule tentative de la part de l'Europe de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques. Cela se retourne maintenant contre nous, car nous nous retrouvons dans une impasse en matière de sécurité. Pour faire court, cela intensifie bien sûr aussi le débat qui a actuellement lieu en Allemagne et plus généralement en Europe. Si l'on considère maintenant les événements que vous avez évoqués, il s'agit en fait de deux aspects. Concernant les avions, le débat émerge désormais sur la question de savoir s'il ne faudrait pas simplement les abattre, afin d'envoyer un avertissement à la Russie pour qu'elle n'aille pas plus loin. Pour les drones, il n'a déjà pas été dit qu'il s'agissait d'une provocation ou que l'OTAN devait être testée, ou encore que l'on voulait peut-être obtenir des informations sur la manière dont l'OTAN réagirait. À ce sujet, il faut préciser une chose. La Russie n'a pas besoin d'utiliser des drones pour déterminer quelles sont les capacités de défense aérienne de l'OTAN. Il existe pour cela d'autres moyens techniques. Reste alors la question. S'agit-il ici d'une provocation? Et il faut alors se demander à quoi cette provocation devrait mener. Quel serait l'objectif de cette provocation? Cela ne pourrait signifier qu'une chose, que cela conduirait à une escalade du côté russe. Et la Russie n'est actuellement vraiment pas en mesure, ni politiquement ni militairement, de procéder à une escalade. La Russie est tellement engagée dans la guerre en Ukraine que fondamentalement, son influence géopolitique n'est plus celle qu'elle était auparavant. Nous le voyons également dans le contexte du Caucase du Sud. L'influence sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie a nettement diminué. S'ajoute à cela le fait que l'allié proche, l'Iran, se trouve par exemple dans une situation très critique et il est tout à fait possible que les hostilités entre Israël et l'Iran reprennent. Cela signifie donc que la capacité d'action géopolitique de la Russie est nettement limitée par la guerre en Ukraine. On ne peut donc que conclure que la Russie n'a certainement aucun intérêt à restreindre encore davantage cette capacité d'action par une escalade ou à étendre le conflit. C'est en tout cas ainsi que je vois les choses.
Donc la question est, que s'est-il réellement passé? Et si l'on considère cette incursion de drones, il faut prendre en compte que l'on ne présente pas ici l'ensemble du tableau. Ce que je veux dire, c'est que le vice-ministre biélorusse de la Défense a publié très rapidement une déclaration dans laquelle il a affirmé que les drones étaient entrés dans l'espace aérien biélorusse, que certains avaient été abattus et que la Pologne avait été informée que ces drones se dirigeaient désormais vers l'espace aérien polonais, ce qui avait permis à la Pologne de réagir. La question se pose alors, de quel type de drone s'agit-il exactement? Il est évident que parmi les 19 drones qui sont entrés en Pologne, certains rapports parlent de 3, d'autres de 4 qui ont été abattus. Le reste est tombé quelque part après avoir atteint la portée maximale. Certains de ces drones peuvent encore planer lorsqu'ils n'ont plus de propulsion. Mais ils sont alors tombés et les drones ont soit été détruits, soit, dans certains cas, sont restés intacts. Ce qui en ressort clairement, c'est qu'aucun de ces drones n'était dirigé vers une cible précise en Pologne et qu'aucun n'a atteint une telle cible. À cela s'ajoute, la vérité n'apparaît toujours qu'avec un certain retard, que les dégâts causés à une maison en Pologne n'ont pas été provoqués par un drone russe, mais par un missile tiré depuis un avion de chasse F-16 polonais. Donc je dirais qu'il faudrait d'abord prendre du recul et dans une telle situation, essayer d'établir les faits avant de contribuer à l'apaisement de la situation. C'est le premier devoir en gestion de crise. Car la Russie a d'ailleurs proposé, dans ce contexte, des consultations avec la Pologne. Cela signifie qu'il aurait été tout à fait possible d'en discuter bilatéralement et de clarifier les choses. Cela aurait dû être la première étape. D'ailleurs, la Russie a également déclaré dès le début qu'il ne s'agissait pas d'une attaque délibérée. Mais passons au deuxième sujet. C'est cette histoire de MiG-31. Il s'agit du fait que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander, en cas d'intrusion dans l'espace aérien de l'OTAN, d'abattre alors les avions russes. J'aimerais apporter quelques précisions sur la situation. Dans ce cas précis, les avions russes volaient en quelque sorte parallèlement à la zone des 12 000, mais à 2 000 à l'intérieur de cette zone des 12 000, dans l'espace aérien russe, ukrainien et estonien. Il est clairement visible sur la carte qu'ils volaient toujours parallèlement à la frontière, donc pas en direction de l'Estonie. Et le gouvernement estonien n'a pas non plus affirmé qu'une attaque évidente était prévue. Cela signifie que les règles normales du contrôle aérien s'appliquent ici. Cela signifie que, telles qu'elles sont fixées au niveau international, les règles ont apparemment été respectées. Les pilotes de l'OTAN les ont également appliquées, et les pilotes russes ont réagi en conséquence. Un tir abattant un avion ne serait justifié que s'il existait une intention d'attaque concrète, démontrable et reconnaissable. Cela signifierait alors que l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense s'appliquerait. Dans ce cas précis, c'est l'interdiction du recours à la force de l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui s'applique. Cela signifie qu'un tir abattant un avion serait contraire au droit international. Et si l'on examine de plus près la situation juridique, le Code de droit pénal international, ou, si je regarde la situation allemande, la loi fondamentale et le Code pénal, alors même l'incitation à abattre un avion serait passible de poursuite. Dans ce cas, il serait donc également nécessaire d'essayer d'éclaircir et de régler cette affaire dans la communication avec l'autre partie. Toute autre démarche aurait un effet d'escalade, et cela ne peut pas être dans notre intérêt, car les conséquences sont totalement imprévisibles. Je voudrais ajouter une chose. C'est moi-même, en 2004, qui, en tant que président du comité militaire de l'OTAN,
et mis en place la police du ciel dans l'espace aérien des 3 États baltes. La raison en était effectivement que la Russie violait alors plus fréquemment, en particulier, l'espace aérien lituanien lors de ses transits vers l'enclave de Kaliningrad. Et comme les États baltes ne disposent pas d'une défense aérienne efficace, ni de forces aériennes, ils se sont tournés vers l'OTAN et ont demandé que nous prenions en charge cette mission. Depuis 2004, cette surveillance aérienne est assurée à tour de rôle par les États membres de l'OTAN. C'était important à l'époque, c'est important aujourd'hui, et cela a fait ses preuves. Mais le point décisif est le suivant. Cette mission de surveillance aérienne doit contribuer à stabiliser la situation dans un tel cas et non servir de levier d'escalade. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le contraire de ce que nous avions initialement prévu à l'époque. Comment faut-il évaluer ces survols? Donc si on regarde cette carte, A, les avions volent parallèlement à cette ligne. B, on dirait vraiment qu'ils longent la ligne. Est-ce que c'est techniquement difficile de voler ainsi? Parce que les pays baltes ne sont pas très grands non plus. Donc les pilotes russes étaient probablement conscients qu'ils se trouvaient à ce moment-là du mauvais côté de l'espace aérien, n'est-ce pas? Je ne peux pas le dire. Tout d'abord, il faut préciser, si vous vous souvenez de ce que je viens d'expliquer, que nous constatons d'abord un changement. Les Russes volent maintenant, et devraient aussi le faire, dans un couloir aérien international au-dessus du golfe de Finlande. Apparemment, ils ne survolent plus la Terre, de sorte qu'ils ne violent plus délibérément et intentionnellement l'espace aérien des États baltes. C'est un point. L'autre point est le suivant. Les eaux territoriales s'étendent sur environ 12 000 à partir de la frontière terrestre vers la mer. La largeur moyenne du golfe de Finlande est d'environ 100 km. Cela signifie que nous devons soustraire 2 fois 12 000, ce qui nous laisse, pour ainsi dire, un couloir de 56 000 dans lequel on peut voler. Un écart par rapport à cela reste bien sûr toujours possible. Nous le voyons aussi sur l'image. Une ligne droite a été tracée, mais le tracé de la zone des 12 000 n'est pas parfaitement clair. De plus, il semble que la situation concernant la délimitation du droit maritime ne soit pas entièrement résolue. En effet, la Russie et l'Estonie ont conclu en 2014 un accord sur les frontières maritimes, mais celui-ci n'a pas encore été entièrement ratifié. Cela signifie qu'il existe manifestement aussi des malentendus entre les deux États. Par ailleurs, l'Estonie a apparemment étendu cette zone des 12 000 pour inclure l'île en question, près de laquelle, selon la Russie, les pilotes russes sont passés à 3 km au nord. Donc, pour toutes ces raisons, il aurait été judicieux d'entrer en contact et de clarifier la situation afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. C'est le contraire qui se produit. Il y a une exploitation médiatique de cet incident, quel qu'il ait été, et ce, en lien avec d'autres événements. Il y a maintenant des analystes, notamment sur YouTube, qui mettent cela en relation avec d'autres développements, à savoir que les États-Unis, cela a d'ailleurs été rapporté récemment dans un article de Reuters, semblent vouloir réduire certaines aides militaires aux États baltes et à la Finlande, c'est-à-dire aux pays frontaliers de la Russie. Et la Finlande a maintenant conclu un accord avec les États-Unis pour ouvrir des bases militaires pendant 15 ans. Mais les États-Unis n'agissent pas. À part une base, il n'y en a pas d'autres qui soient actuellement réellement occupées par du personnel. Y a-t-il éventuellement un lien, à savoir que les Européens se disent « Nous devons maintenant amener les États-Unis à inverser cette politique ». Les États baltes sont bien sûr inquiets. Je connais le rapport que vous venez d'évoquer
Il est donc évident qu'une intervention des 3 États baltes est en préparation aux États-Unis afin de ne pas mettre fin à ce programme. Ce n'est pas d'une ampleur considérable, mais pour ces 3 États, c'est évidemment très important, y compris sur le plan financier. Je refuse d'établir un lien entre l'intention des États-Unis de suspendre ces fonds et la tentative de dramatiser cet événement, de l'exagérer et de le présenter comme particulièrement grave pour la situation sécuritaire. Ce n'est pas à moi d'en juger, mais ce lien est effectivement établi dans le rapport que vous avez mentionné. Il est vrai que les États-Unis sont globalement en train de réduire leur engagement en Europe de manière très claire. Cela concerne notamment le soutien à l'Ukraine dans cette guerre, tant sur le plan financier que matériel. Nous constatons que les États-Unis transfèrent le fardeau financier et matériel aux Européens et endossent pour eux-mêmes, en quelque sorte, le rôle de médiateur, celui qui tente de trouver une solution pacifique, adoptant ainsi une certaine peau de neutralité. Cela signifie aussi, il faut, je crois, le rappeler sans cesse aux Européens, que les Européens assument ainsi davantage de responsabilités pour le sort de l'Ukraine. Cela veut également dire que, dans le cas où l'Ukraine subirait une défaite militaire, ce serait aussi une défaite pour les Européens. Je pense que cela est évident. Deuxièmement, les Américains essayent globalement de réduire leur engagement financier, y compris vis-à-vis de leurs alliés dans le monde entier, et de se concentrer davantage sur le plan stratégique sur la protection de leur propre pays. Il s'agit avant tout de la migration et d'autres questions similaires. En ce moment, un nouveau concept stratégique est en cours d'élaboration aux États-Unis, et nous verrons, il sera probablement publié à la fin du mois, que de nouveaux accents seront mis, notamment en comparaison avec le précédent, celui de l'administration Biden. Les Européens devront s'y adapter. Cela ne signifie pas que les Américains vont abandonner ou ne pas respecter leur engagement issu du traité de l'OTAN, à savoir contribuer à la défense collective. Je ne le pense pas, mais les Européens devront assumer une plus grande responsabilité, et je ne trouve pas cela totalement injustifié. Je pense que nous devons renforcer de manière significative le pilier européen au sein de l'OTAN dans l'Alliance. J'irai même plus loin, et je le dis depuis des années, l'Europe doit renforcer sa capacité et sa volonté d'affirmation, politiquement, économiquement, technologiquement, mais aussi militairement. Je le répète encore une fois, cela ne signifie pas que nous devons nous détacher des États-Unis, ou que les États-Unis doivent se détacher de nous. Cela signifie simplement que le partage des charges, c'est-à-dire la répartition des responsabilités au sein de l'Alliance, évolue quelque peu et que nous augmentons notre contribution, également dans notre propre intérêt en matière de sécurité. Vous avez également critiqué à plusieurs reprises en public que l'Europe a mal abordé sa relation avec la Russie et la guerre en Ukraine, et que la pacification nécessaire, la désescalade, n'a pas eu lieu, mais bien le contraire. On a œuvré pour que l'Ukraine abandonne sa neutralité et ne la retrouve jamais, de sorte qu'aucune structure de sécurité coopérative ne puisse voir le jour sur le continent européen. D'où pensez-vous que cela vient? Car lorsque vous étiez en fonction, au début des années 2000, l'Ukraine était neutre. Il existait un Conseil OTAN-Russie, et il y avait au moins encore des espoirs. À cette époque, M. Poutine avait également prononcé un discours au Bundestag allemand et avait reçu une standing ovation. C'était donc une période très porteuse d'espoir, où l'on pensait encore pouvoir construire une maison commune, comme l'aurait dit Gorbatchev. Pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Et pourquoi ne sommes-nous toujours pas arrivés au point où l'Europe revient à dialoguer avec ses adversaires?
dass man wieder mit den Kontrahenten reden muss. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die Sie da gestellt haben. Oui, c'est une question vraiment, vraiment importante que vous avez posée, car justement les choses que nous avons évoquées précédemment, c'est-à-dire celles qui pourraient être à l'origine d'une nouvelle escalade, prouvent l'erreur que nous avons commise par le passé. Dans les années 90, la relation entre l'OTAN et la Russie était très bonne. Nous avions une coordination politique étroite. Nous avions même une coopération militaire très poussée. Et je voudrais citer seulement 2 exemples, car cela tombe très facilement dans l'oubli. Lors de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, la Russie a placé des troupes russes sous le commandement d'un commandant de l'OTAN. J'ai moi-même négocié cela personnellement avec la Russie à l'époque, et la coopération était excellente. D'un autre côté, nous avons aussi aidé la Russie. Je me souviens du naufrage du Kursk. Nous avons alors mené des exercices avec des équipements de sauvetage en eau profonde, et beaucoup de ces choses, nous les avons faites ensemble. Un aspect très important était de renforcer la compréhension mutuelle. Il existe de grandes différences dans la terminologie militaire entre l'OTAN et la Russie, et cela peut tout à fait conduire à des malentendus. Et cela conduit encore souvent à des malentendus aujourd'hui. À l'époque, nous avons travaillé très intensément à clarifier ces questions, à favoriser une meilleure compréhension, à faire en sorte aussi que ce que nous faisons soit mieux compris par les Russes. Et nous avons demandé aux Russes de nous expliquer comment nous devions interpréter ce qu'ils font. Et s'il y avait des problèmes, nous avions des réunions régulières du Conseil OTAN-Russie. J'étais le président du Conseil OTAN-Russie des chefs d'état-major. Et au moins 2 fois par an, les chefs d'état-major de l'OTAN et de la Russie se retrouvaient à Bruxelles autour de la table pour discuter des questions militaires importantes. Les Russes avaient un représentant militaire auprès du comité militaire de l'OTAN et il participait aux réunions que nous tenions régulièrement, au moins 1 fois par mois, généralement plus souvent. S'il y avait des problèmes, on pouvait décrocher le téléphone. Je l'ai fait plus d'1 fois et j'ai appelé le chef d'état-major russe en lui demandant « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il là-bas? Explique-moi cela. » C'est terminé. Voyez-vous, si cela existait encore aujourd'hui, oui, alors des évolutions comme celles que nous observons actuellement, cette escalade, cette aggravation n'aurait même pas vu le jour. Comment en est-on arrivé là? La Russie a dès le début, après l'effondrement de l'Union soviétique, après la dissolution du pacte de Varsovie, cherché à se rapprocher de l'OTAN. Et l'OTAN était également prête très tôt, déjà en 1990. Et puis, bien sûr, avec la déclaration de 1991, ainsi qu'avec le concept stratégique de 1991, nous avons, comme nous l'appelions à l'époque, lancé un partenariat stratégique avec la Russie. Le point culminant a été, en 1987, l'acte fondateur OTAN-Russie. Et maintenant vient le point décisif. La Russie a alors exigé que lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, qu'ils concernent la Russie, nous-mêmes ou les 2 parties, nous puissions prendre des décisions communes au sein du Conseil OTAN-Russie afin de désamorcer le plus tôt possible toute escalade, toute crise ou tout conflit naissant. La Russie partait du principe que c'est précisément dans cette zone située entre l'OTAN et la Russie, c'est-à-dire là où se trouvent les anciens États du pacte de Varsovie, que de tels conflits pourraient surgir. Et comme nous le voyons, c'est effectivement le cas aujourd'hui avec l'Ukraine. Mais il est évident qu'en tant qu'OTAN, nous ne pouvons pas inviter un État non membre de l'OTAN à prendre des décisions conjointes avec l'Alliance. Bien sûr, ce n'est pas possible. Mais dans l'acte fondateur OTAN-Russie, vous pouvez le vérifier, nous avons trouvé une formulation qui nous permet tout de même, dans de telles situations, de parvenir à des décisions communes. C'est un peu complexe,
formulées de manière diplomatique, mais le résultat est clair. Eh bien, le problème, en réalité, c'est que ces dispositions, ce mécanisme de gestion de crise, ont été créés à une époque où la coopération entre l'OTAN et la Russie était très ouverte et empreinte de confiance. Mais lorsque la situation est devenue difficile, en 2008, cette procédure et ce mécanisme ont été suspendus. Aujourd'hui, et c'est précisément le point dont nous avons parlé, ce serait exactement ce dont nous aurions besoin pour empêcher qu'une situation comme la violation de l'espace aérien en Islande ou l'intrusion de drones en Pologne ne dégénère en une escalade qui, à un moment donné, ne pourrait plus être contrôlée politiquement. C'est là le point décisif. Mais je reviens à votre question à laquelle je n'ai pas encore complètement répondu. Quand cela a-t-il basculé, en fait? À mon avis, le point de bascule stratégique a été la dénonciation du traité ABM en 2001, qui a conduit à la dissolution unilatérale du traité par les États-Unis en 2002. Par la suite, d'autres dénonciations unilatérales d'accords de contrôle des armements très importants, également très importants pour l'Europe, ont suivi, à savoir le traité INF, qui avait permis d'éliminer toute une catégorie d'armes eurostratégiques qui nous menaçaient. Une étape tout à fait fondamentale vers plus de sécurité en Europe a eu lieu en 2019. Et ensuite, le traité sur le ciel ouvert a également été unilatéralement dénoncé. Ce traité était extrêmement important pour instaurer la confiance et assurer la transparence entre les parties. Cela a donc marqué le début d'une évolution au niveau stratégique. Pourquoi le traité ABM est-il si important? Cela est souvent contesté aujourd'hui. Il est important parce qu'il a été créé en 1972 comme complément au traité SALT, les négociations sur la limitation des armes stratégiques, en complément du traité sur la limitation des systèmes d'armes nucléaires stratégiques offensifs. C'est en quelque sorte le complément logique à cela. Et la Russie a interprété cette résiliation comme une volonté des États-Unis de rechercher la supériorité dans ce domaine, mettant ainsi en danger, pour ainsi dire, l'équilibre stratégique nucléaire. La rupture politique s'est produite en 2008. Bien sûr, l'évolution allait déjà dans cette direction, lorsque lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, le président américain de l'époque, Bush, a tenté d'imposer une invitation à l'adhésion pour l'Ukraine et la Géorgie. Cela a échoué à l'époque. Mais, comme c'est souvent le cas dans de telles situations, une formulation a été incluse dans le communiqué pour sauver la face, et cette formulation donne en quelque sorte aux deux États une perspective d'adhésion à l'OTAN. En réalité, ce n'était pas seulement une mauvaise approche de la part de l'OTAN envers la Russie à l'époque. Une ligne rouge a ainsi été franchie, comme l'a écrit l'ambassadeur américain en Russie de l'époque à son gouvernement. Non, c'était aussi une mauvaise approche envers l'Ukraine, car vous l'avez justement mentionné. L'Ukraine est un État neutre, non seulement neutre, mais aussi non aligné et sans armes nucléaires. C'est ainsi que cela a été établi dans la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, qui, je le formule ainsi, a été confirmée par référendum et a ainsi été intégrée dans la constitution de l'Ukraine. Cela signifie que lorsqu'il s'agit maintenant de la question, je reviens au présent, de la question de savoir ce qui peut réellement être convenu comme résultat des négociations de paix concernant le statut de l'Ukraine, on ne peut dire qu'une chose, ce qui est inscrit dans la Constitution. Neutre, non aligné, sans armes nucléaires. C'est le point décisif. Peut-être encore une phrase à ce sujet. La relation s'est ensuite encore dramatiquement détériorée après ce sommet à Bucarest. La même année, il y a eu la guerre en Géorgie, pour laquelle la Russie est accusée d'avoir attaqué la Géorgie.
En réalité, la situation était la suivante. La Géorgie, ou plus précisément le président géorgien de l'époque, Saakachvili, pensait qu'avec cette déclaration de l'OTAN, la Géorgie a une perspective d'adhésion à l'OTAN. L'obligation d'assistance de l'OTAN envers la Géorgie était déjà activée, et il a alors tenté de réintégrer l'Ossétie du Sud, qui s'était séparée de la Géorgie. La Russie s'y est opposée et a repoussé les forces armées géorgiennes. Par la suite, il existe d'ailleurs une enquête très approfondie de l'Union européenne qui a largement clarifié ces faits. On continue cependant à dire que la Russie aurait déjà attaqué la Géorgie à l'époque. Dirigé par Heidi Tagliavini, une diplomate suisse. Il n'y a en réalité plus de doute à ce sujet, mais ce récit continue d'être entretenu. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a malheureusement supprimé l'article sur la neutralité de sa constitution et l'a remplacé par l'aspiration de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Il n'a pas été remplacé. Dans le préambule de la Constitution, il est fait référence à la fois à la déclaration d'indépendance et au référendum. Cela signifie qu'ils ont été, pour ainsi dire, intégrés dans le préambule de la Constitution. De plus, en 2019, l'Ukraine a également ajouté une formulation à la Constitution qui dit à peu près que l'Ukraine poursuit l'intégration dans le système nord-atlantique ou quelque chose de similaire. Il s'agissait bien sûr de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous avons donc ici deux positions qui en réalité se contredisent. Mais il en va de même d'ailleurs pour la cession de territoire. C'est aussi une question qui jouera un rôle important dans les futures négociations de paix. D'une part, la Constitution interdit de céder le territoire ukrainien, et le Parlement, le gouvernement ainsi que le président sont même expressément tenus d'empêcher cela. D'autre part, l'article 73 de la Constitution ukrainienne stipule que les cessions de territoire ukrainien ne peuvent être légitimées que par un référendum national. Cela signifie que nous avons ici aussi cette contradiction dans la Constitution. Par ailleurs, le président Zelensky a déjà proposé il y a quelque temps de céder du territoire ukrainien, à condition d'obtenir en échange l'adhésion à l'OTAN. Donc ce n'est pas si clair que cela. Oui, nous ne devrions en aucun cas minimiser le droit, et surtout pas les constitutions. Cependant, ce qui est écrit et ce qui est mis en œuvre politiquement sont deux niveaux différents. Puis-je revenir brièvement sur un point? Parce que vous avez dit de manière intéressante que selon vous, le basculement des relations avec la Russie remonte au traité ABM de 2000-2001. Comment évaluez-vous l'influence psychologique de l'intervention en Yougoslavie en 1999, le bombardement de la Serbie, dans ce processus? Est-ce que cela a été déterminant ou non? Était-ce déjà important ou pas encore? Eh bien, c'était très important. C'était donc un point tout à fait décisif. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. J'ai mentionné le fait que la Russie était prête à placer des forces russes sous commandement de l'OTAN au Kosovo. Cela tient bien sûr au fait que la Russie voulait à l'origine avoir son propre secteur, à savoir à l'est du Kosovo, là où se trouvent principalement les zones d'habitation des Serbes. Cela joue donc un rôle très important, mais cela ne s'est pas produit. J'ai dit que j'avais négocié cela avec la Russie. Le résultat a été le suivant. Ils n'obtiennent pas leur propre secteur. C'était très important pour nous, car cela aurait entraîné de grandes difficultés, de fortes tensions, mais ils peuvent participer sous commandement de l'OTAN, et en particulier dans le secteur allemand, sous le commandement allemand de l'OTAN. C'est ainsi que nous avons contourné ce problème, si je puis dire. Quand je dis « avec grand intérêt », c'est bien sûr un euphémisme. On a observé cela si on... C'est certainement vrai.
À mon avis, l'OTAN a changé dans les années 90. Surtout parce que, pour la première fois, des interventions hors zone ont été menées. Ce qui, selon moi, et d'après ma lecture de l'acte fondateur de l'OTAN, constitue en réalité une violation de cet acte. Avez-vous entendu de telles critiques du côté russe et comment l'OTAN y a-t-elle réagi? Cela s'est produit plus tard en réalité. Je vais simplement citer des mots-clés comme la Libye, la Syrie, l'Irak. Ce sont là les zones problématiques. Il n'y a même pas à en débattre. À l'époque où nous avons travaillé ensemble d'aussi près, c'était en fait, tout était plus ouvert. La volonté de discuter ensemble de sujets critiques était nettement plus grande. À ma connaissance, il n'y a donc pas eu de tension majeure. Cela tenait aussi au fait que la Russie était alors en mesure de présenter directement ses intérêts, d'apporter et de faire valoir sa propre politique de sécurité au sein de l'OTAN. C'était un point tout à fait essentiel. Mais vous vouliez dire quelque chose. Il existe également ces rapports selon lesquels la Russie aurait même souhaité devenir membre de l'OTAN. Et c'est fait, c'est-à-dire cette coopération, cette capacité de coopération de la Russie dans les années 90, sont souvent utilisées pour argumenter. Regardez, la Russie était tout à fait satisfaite de l'OTAN. Elle n'avait en réalité aucun problème. Donc aujourd'hui, on ment. La Russie ment lorsqu'elle dit que l'OTAN est une menace. Pourriez-vous peut-être discuter dans quelle mesure il y a eu un changement radical à ce sujet? Eh bien, cela est bien sûr lié à ce que nous venons de discuter. Lorsque l'on se parle, que l'on explique sa propre position et que l'on écoute et comprend aussi la position de l'autre, c'est évidemment une situation totalement différente que lorsque l'on ne se parle pas. Donc lorsque l'on parle les uns des autres, comme c'est le cas actuellement et depuis quelques années. Par exemple, la question de l'élargissement de l'OTAN est souvent présentée comme la cause centrale de la montée des tensions. Je ne peux pas souscrire à cette idée. J'ai moi-même mené les négociations d'adhésion avec les 3 premiers pays, à savoir la Tchéquie, la Pologne et la Hongrie. Et mon impression issue de ces négociations était que la Russie n'était pas fondamentalement opposée à un élargissement de l'OTAN, même si la Russie l'affirme aujourd'hui et que beaucoup en Occident le prétendent aussi. Mon impression était plutôt que la Russie considérait la question de manière très nuancée, et ce sous 2 aspects. Le premier aspect était quelle a été la relation historique entre la Russie et cet État? Était-elle empreinte de confiance ou non? Y a-t-il eu des tensions? C'était un point tout à fait décisif. Je ne veux pas citer certains États ici, ni entrer dans les détails. Le deuxième point était que le changement stratégique qui pourrait survenir avec l'adhésion de cet État est décisif. Cela signifie, l'adhésion d'un nouvel État membre modifierait-elle la relation stratégique entre l'OTAN et la Russie au détriment de la Russie? Et il existe justement des différences très nettes, notamment en ce qui concerne ces 3 États. Et bien sûr, si l'on regarde maintenant l'Ukraine, rien qu'en raison de sa taille et de sa position géostratégique, constitue un élément clé dans la question de savoir quel changement interviendrait, pour ainsi dire, dans l'équilibre militaire. Ce sont là les points décisifs pour la Russie. Et moi personnellement, je trouve que ce qu'Henry Kissinger a dit, c'était je crois en 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie, il a dit que si l'Ukraine devait avoir un développement positif à l'avenir, si elle devait prospérer, il a même dit, je crois, alors l'Ukraine ne devait pas devenir l'avant-poste de la Russie face à l'Occident. Mais elle ne devait pas non plus devenir l'avant-poste de l'Occident face à la Russie. Elle devait être un pont entre l'Occident et la Russie. Et je considère que c'est un concept clé dans toute cette discussion.
Begriff in dieser gesamten Diskussion. Wissen Sie, aus diesem Grund nenne ich diesen Kanal und auch Vous savez, c'est pour cette raison que j'appelle cette chaîne, et aussi mes recherches des études sur la neutralité, parce qu'il me semble qu'en ce moment, du moins en Europe, cette conscience a disparu. La sécurité n'est pas seulement assurée par la dissuasion, mais aussi par le fait que si l'on n'a pas d'ennemis, on est en sécurité. Créer cette fonction de pont et de tampon est une façon d'y parvenir. Et alors, on devient même une pierre dans l'édifice, ou slay, dans l'infrastructure de la sécurité. Quand avons-nous perdu cette façon de penser? Elle existait autrefois. Et à mon avis, les Russes ont encore cette façon de penser, car ils n'exigent pas que l'Ukraine devienne leur allié, mais simplement qu'elle reste neutre. Quand avons-nous perdu cela en Europe, et comment pouvons-nous le retrouver? Wann ist uns in Europa das verloren gegangen und wie kriegen wir es wieder zurück? Ja, also diese russische Position. Oui, j'ai déjà entendu cette position russe au milieu des années 90. La Russie estime, je l'ai brièvement évoqué, que dans cette région dont nous parlons, de grands conflits pourraient surgir à l'avenir et que par conséquent, il faut les éviter. Ce sont en fait les deux objectifs stratégiques de la Russie. Éviter une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis et éviter une confrontation directe entre la Russie et les Européens ou l'OTAN, qui impliquerait également les États-Unis. C'est cela l'objectif. C'est pourquoi la Russie a plaidé pour une zone tampon ou un cordon sanitaire, et c'est aussi pourquoi la Russie a exigé que les deux organisations, c'est-à-dire la Russie et l'OTAN, soient en mesure ensemble d'éteindre un feu ou une étincelle qui pourrait surgir là-bas avant qu'il ne se transforme en incendie généralisé. Ausgetreten wird, bevor zu einem Flächenbrand wird. Das ist der entscheidende Punkt. So, warum ist das C'est là le point décisif. Pourquoi en est-il ainsi et quand cela a-t-il été perdu? J'ai travaillé très longtemps avec Helmut Schmidt, qui a été mon mentor pendant de nombreuses années, et Helmut Schmidt était un partisan de la stratégie de l'équilibre. Il disait, et je ne parle pas ici de dissuasion, que l'on peut considérer ensuite comme une conclusion, comme un principe politique à en tirer, mais il disait qu'il devait exister un équilibre militaire. Cela empêcherait justement qu'un camp ressente le désir d'attaquer l'autre. Donc un équilibre stratégique est une condition nécessaire à la paix. Notwendige Voraussetzung für Frieden. Hat aber hinzugefügt, es ist keine hinreichende. Il a cependant ajouté que ce n'est pas une condition suffisante pour la paix. Cet équilibre militaire doit être complété et stabilisé politiquement, en dialoguant avec l'autre partie, en comprenant quels sont ses intérêts, en étant capable d'évaluer ses capacités grâce à ses contacts personnels, et en mettant en place des mesures militaires de confiance qui préviennent les tensions, en pratiquant le contrôle des armements, et ce, sur toute la gamme, afin de résister à un niveau aussi bas que possible. Voilà en substance ce que Helmut Schmidt a défendu. Was Helmut Schmidt vertreten hat. Und hat das ja auch praktiziert. Et il l'a effectivement mis en pratique. Si vous considérez la double décision de l'OTAN, c'est exactement ce qu'il a toujours dit. La double décision de l'OTAN est née parce que les États-Unis et la Russie menaient des négociations sur les systèmes nucléaires stratégiques, mais ignoraient complètement la sécurité des Européens. Les Russes ont profité de ce vide en procédant à un renforcement de leur SS-20, développant ainsi un potentiel de menace eurostratégique. Et Helmut Schmidt a déclaré que cela n'était pas acceptable. La sécurité des partenaires de l'Alliance est indivisible. Cela signifie que ces systèmes doivent soit être inclus dans les négociations sur le contrôle des armements, soit faire l'objet de négociations séparées. Afin de créer une incitation à l'ouverture de telles négociations, il a finalement été décidé de procéder à un réarmement. Et nous connaissons tous le résultat. Ces systèmes d'armes, toute cette catégorie, ont ensuite été détruits. Cela montre qu'Helmut Schmidt a imposé cette approche face aux États-Unis. Mais il a aussi, en même temps, défendu de manière très ferme les intérêts allemands vis-à-vis de la Russie. Je rappelle qu'à la fin novembre 1981, Brejnev est venu à Bonn et Helmut Schmidt
c'était au plus fort de la double décision de l'OTAN, a défendu de façon très énergique les intérêts allemands et européens face à Brejnev. Mais c'est la condition préalable pour comprendre et aussi situer ce que l'autre partie veut et peut, ce qu'elle envisage. Et cela permet seulement alors de développer ses propres options sur la manière de gérer une situation. La situation est actuellement extrêmement bloquée, et j'en suis toujours au point où je dénonce en fait le manque de volonté des Européens à stabiliser la situation ici. D'un autre côté, nous avons entendu hier ou avant-hier du Kremlin que Vladimir Poutine propose de continuer à respecter unilatéralement le traité New START pendant 1 an, même s'il n'est pas prolongé. À mon avis, c'est une idée géniale pour proposer aux Américains. Rejoignez-nous. Pensez-vous que cela soit une mesure de confiance qui pourrait aussi fonctionner? Absolument. 100%. Wissen Sie, das ist ja der einzige Vertrag, der jetzt noch übrig ist. C'est en effet le seul traité qui reste encore en vigueur. Le traité aurait normalement expiré le 5 février 2021. Selon le texte du traité, il pouvait être prolongé de 5 ans. Pendant ces 5 années, les négociations auraient dû, pour ainsi dire, se poursuivre, pratiquement être renégociées. Cela signifie que normalement, le traité expirerait maintenant le 5 février 2026. Ce serait une évolution insensée, il faut le dire, car cela déstabiliserait la relation entre les deux superpuissances qui disposent toutes deux de la capacité de seconde frappe nucléaire. Une nouvelle course aux armements serait lancée, extrêmement coûteuse, extrêmement risquée. C'est pourquoi il s'agit d'une proposition très raisonnable. Du point de vue américain, en particulier, Trump avait déjà essayé en 2020 d'impliquer également la Chine. La Chine s'est aussi développée en tant que grande puissance nucléaire stratégique. Je ne dirais pas superpuissance, mais grande puissance. Et il serait bien sûr judicieux d'associer la Chine. Donc cette proposition de Poutine donne aux 3 États le temps d'aborder ces questions, de développer leur propre position. Je considère cela comme une évolution très positive. D'ailleurs, la Russie a agi de manière similaire après la résiliation du traité INF. Nach der Kündigung des INF-Vertrages, hat Russland ein Einsatz. La Russie avait alors proclamé un moratoire unilatéral qui a cependant été levé depuis par la Russie. Mais c'était une tentative de sauver ce qui pouvait encore l'être et d'éviter de lancer une nouvelle course aux armements dans ce domaine également. Je salue donc cela et j'espère aussi que dans le cadre de la négociation d'un nouveau traité New START, on se souviendra des effets positifs engendrés par les 2 traités de 1972 et qu'en complément, de manière complémentaire au traité de limitation des systèmes stratégiques offensifs intercontinentaux, un traité sur les systèmes antibalistiques pourrait également négocier. Antiballistische Systeme verhandelt. Das wäre eigentlich das, was man sich wünscht. Im Übrigen, ce serait en fait ce que l'on souhaiterait. Par ailleurs, il faut, je crois, le rappeler ici, la Russie a toujours, dès le début, lié cette question des garanties de sécurité, également des garanties de sûreté, au contrôle des armements et au désarmement. Je pense en particulier au projet de traité russe adressé à l'OTAN et aux États-Unis en décembre 2021, dans lequel cela a joué un rôle très important. Mais nous savons, peut-être aurait-on, et selon moi c'est même probable, pu empêcher la guerre en Ukraine si l'on avait alors négocié sérieusement. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. Oui, malheureusement, cela ne s'est pas produit. Et je ne me demande pas seulement pourquoi. Il y a des pistes d'explication, les circonstances politiques actuelles, etc. Et des gens qui, même aux États-Unis, ont une vision néoconservatrice dominante de la manière d'assurer la sécurité. La question pour moi est de savoir quand l'Europe va se réveiller et dire « D'accord, ça n'a pas fonctionné. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Nous devons changer radicalement toute l'approche. » Peut-être une dernière question. Le niveau politique dans l'OTAN et le niveau militaire,
ce sont deux domaines différents, par exemple, différents niveaux. Avez-vous le sentiment que du côté militaire, la pression va aussi finir par augmenter pour que plus de réalisme s'impose à nouveau au niveau politique, afin de trouver d'une manière ou d'une autre un accord avec la Russie? Ne m'incitez pas à spéculer. Leiten Sie mich nicht zu Spekulationen. Ja, ganz zum Schluss, nur so zum Schluss. Ja, ja. Also ich kann es Ihnen En fin de compte, eh bien, je ne peux pas vous le dire. C'est toujours aussi une question de personnalité, mais au final, c'est également une question de politique des États membres. Voyez-vous, la politique de sécurité de l'OTAN, le fondement sécuritaire de l'OTAN, est un compromis qui résulte des intérêts de sécurité de tous les États membres. Il est très important d'y apporter aussi sa propre position. Et cela vaut également pour le domaine militaire. Exactement, pour le domaine militaire. Le comité militaire est, pour ainsi dire, la plus haute, vous l'avez mentionné, institution militaire de l'OTAN, et le président du comité militaire est le chef militaire suprême de l'OTAN par rapport à la partie politique. Im Vergleich zu der politischen Seite. Ich kann die handelnden Personen im Augenblick. Je ne peux pas évaluer les personnes impliquées en ce moment, mais je peux vous dire que cela dépend toujours. Chaque chef militaire est bien sûr aussi influencé par ce qui se passe dans son propre pays, par l'évolution politique de son propre pays. Bien qu'il ne soit pas soumis aux instructions de son État dans cette position neutre au sein de l'OTAN, il porte évidemment toujours cela avec lui, pour ainsi dire. Et c'est là le problème. Nous devons, en Europe, adopter une autre attitude dans l'ensemble. Et là, bien sûr, la guerre en Ukraine joue à nouveau un rôle tout à fait terrible. La guerre en Ukraine, ou plutôt la fin de la guerre en Ukraine, n'est pas un objectif en soi, mais constitue la condition préalable pour que nous puissions établir en Europe un ordre de sécurité et de paix européen, dans lequel la Russie et l'Ukraine aient leur place et qui garantissent la sécurité de tous les États européens. Cela implique fondamentalement d'abord un changement de mentalité, puis un changement politique en Europe. Il faut toutefois préciser, et je ne veux pas omettre cela en conclusion, que les points de vue sur ces questions sont très différents au sein de l'OTAN. Nous avons les États d'Europe de l'Est qui se sentent naturellement particulièrement menacés en raison de leur proximité avec la Russie, et nous avons en quelque sorte au centre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui jouent ici un rôle très dominant. Mais nous avons aussi les États d'Europe du Sud qui ont des intérêts tout à fait différents et également des besoins de sécurité très différents. Nous le voyons très clairement aujourd'hui. Et l'art, au sein de l'OTAN, consiste justement à établir le lien, la solidarité entre tous les États membres, à trouver un dénominateur commun. Ce n'est pas le cas en ce moment. Cela a toujours été la priorité par le passé, le véritable objectif. Car l'OTAN repose en fait sur deux piliers. Le premier pilier est le pilier politique, c'est la solidarité entre les membres. Cela signifie que chaque État membre est un État souverain, que ses intérêts doivent être pris en compte, mais que tous ensemble, ils doivent représenter la politique de l'OTAN. Et l'autre aspect, c'est la dimension militaire, à savoir l'efficacité grâce à la structure de commandement commune et à la planification conjointe des forces armées de l'OTAN. Je constate en ce moment que beaucoup de choses s'éloignent les unes des autres, et cela dure déjà depuis plusieurs années. Nous avons donc besoin de retrouver cette cohésion au sein de l'Alliance, et nous en avons particulièrement besoin dans nos relations avec les États-Unis. Ce n'est qu'en essayant ensemble de prendre en compte les intérêts des États-Unis et de les concilier avec les nôtres que nous pourrons garder les Américains à bord sur le long terme. Et cela est absolument décisif pour la sécurité à l'avenir. J'espère que cela conduira à une approche commune pour la désescalade. Mais que cela se produise ou non, seul l'avenir nous le dira. Général Harald Kujat, pour les personnes qui souhaitent lire vos écrits,
Existe-t-il un endroit où vous publiez de temps en temps? C'est une bonne question. Je la pose simplement à tous mes invités. Où peut-on vous trouver le plus facilement? Naja, also wenn Sie, ich publiziere in der Schweiz. Je publie en Suisse. En Allemagne, la situation est un peu différente. Mais il n'existe pas, disons, une plateforme sur laquelle je m'exprime ou écris régulièrement. Cela se fait plutôt par hasard, comme cette conversation avec vous en ce moment. Es ergibt sich so wie das Gespräch jetzt mit Ihnen mehr durch Zufall. Gut, dann für die Zuschauer bitte. Très bien. Alors pour les téléspectateurs, veuillez simplement chercher le général Kujat sur Google. Il est toujours un invité apprécié chez moi, s'il souhaite revenir. Monsieur Kujat, un grand merci pour votre temps aujourd'hui. Tous mes vœux. Alles Gute.